L'industrie sait communiquer, on a toujours des publicités très valorisantes, très positives, très sexy, ça donne envie et surtout ces produits sont extrêmement addictifs, très gras, très sucrés, très salés et c'est exactement ce que l'organisme adore consommer. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Christophe Brusset. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Vous êtes ingénieur en génie biologique, spécialisé en industrie alimentaire. Pendant 30 ans, vous avez été trader dans l'industrie agroalimentaire. Enfin, vous n'avez pas été que trader, mais vous avez parcouru ce milieu de l'industrie agroalimentaire avant de devenir lanceur d'alerte. Et votre nouvel livre s'appelle La malbouffe contre-attaque chez Flammarion, avec un clin d'œil à votre premier best-seller, Comment les industriels continuent de nous faire avaler n'importe quoi. Je rappelais tous vos titres en début parce que c'est vrai que quand on vous attaque, vous dites non, mais moi je sais de quoi je parle. Je suis ingénieur. Oui, effectivement, je suis ingénieur agroalimentaire depuis 30 ans. Auparavant, j'ai eu un DUT en industrie agroalimentaire, donc je connais bien mon sujet. Sans la crise des lasagnes au cheval, est-ce que vous seriez toujours en train de faire ce que vous faisiez ? Non, absolument pas. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette crise ou si quelqu'un d'autre avait pris la parole, à ce moment-là, je serais resté tranquillement dans mon coin en essayant de me dépatouiller dans mon univers agroalimentaire. Alors, on va rappeler ce que c'était que cette crise des lasagnes à la viande de cheval en 2013. En 2013, effectivement, on découvre que des lasagnes censées être au bœuf contiennent en réalité de la viande de cheval. C'est découvert en Angleterre et l'alerte est lancée au niveau européen et cette affaire a un retentissement énorme. Donc ce qu'on a appelé à l'époque l'affaire Findus, mais beaucoup d'industriels étaient concernés. Et c'est vrai que ça a fait pour moi un écho, puisque en 2001 déjà, on avait eu exactement la même affaire, pour des raviolis cette fois-ci. Mais si vous voulez, l'affaire n'avait pas eu du tout de retentissement. Donc ça m'a fait prendre conscience qu'entre 2013 et 2001, la mentalité des journalistes, des consommateurs avait évolué. Qu'est-ce qui fait que les gens étaient plus réceptifs sur cette histoire de lasagne à la viande de cheval ? Est-ce que c'était parce que c'était du cheval ? Certainement, ça a pu y jouer, mais je pense aussi que avec l'avènement d'Internet, avec cette volonté des gens de comprendre, de s'informer, d'avoir accès à de multiples sources d'informations et pas uniquement les canaux dominants qui passent leur temps en fait à vous rassurer, les gens veulent comprendre, savoir et être acteurs effectivement de ce qui se passe et faire évoluer les choses dans le sens qui pour eux est plus juste et plus sain. C'est à ce moment-là que vous décidez de devenir lanceur d'alerte ? Ça a pris un petit peu de temps, c'est-à-dire que je suivais cette affaire avec passion et j'espérais que quelqu'un allait parler pour expliquer effectivement que dans l'agroalimentaire, il y avait des problèmes et qu'on pouvait les régler. Le but, c'était pas de dire tout est noir et il faut jeter le bébé et l'eau du bain, c'est de dire il y a des problèmes, regardons-les en face et trouvons des solutions. Et malheureusement, quand j'écoutais les intervenants, c'est-à-dire les représentants des industriels ou les politiques, j'entendais toujours le même discours. L'industrie alimentaire en France est la meilleure du monde. Il n'y a rien à voir. C'est un incident. C'est hors de nos frontières. Ça ne nous concerne pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, et ça c'est souvent un des leitmotifs. Ça revient régulièrement. De l'industrie agroalimentaire. Pour le fipronil, enfin, tous les scandales suivants, on a eu exactement les mêmes argumentaires. Vous aviez déjà à peu près 20 ans dans le domaine. Oui. En quoi est-ce que la qualité des produits a baissé en 20 ans ? Qu'est-ce qui a changé dans la façon dont on a fait les produits ? En fait, ce qui s'est passé depuis les années 80, ça avait commencé quand moi j'ai commencé à travailler, c'est que on a eu une forte concentration dans l'agroalimentaire et chez les clients de l'agroalimentaire, c'est-à-dire les supermarchés, les grandes surfaces. Aujourd'hui, en France, vous avez 5 grandes surfaces qui se partagent le marché, ce qui fait que en fait, vous avez un pouvoir entre la main des supermarchés qui mettent la pression sur les fournisseurs pour baisser leurs prix. Donc, ça pousse les industriels à se concentrer et à constamment baisser les prix, c'est-à-dire que vous commencez déjà par revoir vos recettes et in fine, alors on dit baissez la recette. qualité. On dit recette dans l'industrie agroalimentaire. Je dis recette pour que ça soit plus facile à comprendre. Vous dites qu'on dit pas recette, on dit formule. On dit formule, oui. Ouais. On a des formules parce qu'en fait, effectivement, c'est le terme consacré avec notre recherche-développement. Et pourtant, les consommateurs n'ont pas l'impression que le prix des produits baisse, finalement. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a l'inflation qui masque un petit peu ce phénomène de baisse de prix, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on consomme, l'alimentation représente dans les à peu près 15% du budget. Alors que dans les années 60, c'était plutôt 30 ou 40%. Donc en fait, en termes de pourcentage du pouvoir d'achat, l'agroalimentaire, enfin l'alimentation aujourd'hui n'a jamais représenté aussi peu. On peut aussi imaginer que si les rayons de supermarchés, d'hypermarchés sont pleins à craquer de produits industriels, c'est parce que ça se vend.
C'est parce que ça se vend bien, c'est très addictif, c'est très joli. Hein. Vous voyez, on a fait une couverture très colorée, très appétissante, parce que la malbouffe ou l'industrie, on peut pas tous les qualifier de faiseurs de malbouffe, mais l'industrie sait communiquer. On a toujours des publicités très valorisantes, très positives, très sexy. Ça donne envie, et surtout ces produits sont extrêmement addictifs, hein, très gras, très sucrés, très salés, et c'est exactement ce que l'organisme adore consommer. Entre un granola d'il y a 25 ans et un granola aujourd'hui, c'est le même ou pas ? Malheureusement, je suis pas spécialiste des granolas, mais non, enfin, j'ai pris cet exemple. Je peux vous dire que dans les produits que moi je connais, les épices par exemple, je peux vous dire que la qualité globalement des épices il y a 20 ou 30 ans était meilleure que la qualité d'aujourd'hui. Et quand on dit meilleur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des qualités supérieures. Hein, par exemple, pour des poivres, on a différents grades de poivres. Quand j'ai commencé ma carrière d'acheteur de poivre, d'acheteur d'épices, j'achetais que des catégories 1 ou 2, les meilleures catégories. Et au fur et à mesure, on m'a mis la pression pour trouver les origines moins chères. Donc on est passé d'origines très qualitatives comme le Brésil par exemple, à des origines un peu moins qualitatives comme le Vietnam, et à des produits de deuxième ou troisième choix. Donc voilà, et ensuite pareil pour les mélanges, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des mélanges d'épices, des mélanges rasés à la noutre, des mélanges cuisine marocaine, etc. Où on a dégradé la qualité en ajoutant du sel, de l'amidon et autres sous-produits. Mais le goût est modifié ou pas ? Le goût est modifié, mais si vous voulez, vous avez une gamme qui s'est élargie avec du haut de gamme, du moyen de gamme et du bas de gamme. Donc en fait, chacun y trouve son compte en fonction de ce qu'il est prêt à mettre dans le produit. Est-ce que ça veut dire que le produit le moins cher, c'est forcément le produit qui est de moins bonne qualité ? C'est pas toujours le cas, parce que vous avez des produits de mauvaise qualité qui peuvent être très bien marketés et vendus cher, parce que les clients connaissent pas toujours bien les produits, et c'est difficile de se faire une vraie idée de la qualité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas avoir un produit de très bonne qualité vendu au prix des premiers prix. C'est pas possible, puisque la qualité est forcément plus chère. Alors cette année, on a été servi en scandale alimentaire, hein, ça va des pizzas Fresh Up, soupçonné d'avoir intoxiqué 50 personnes au moins. C'est pas soupçonné, ça a été reconnu par l'industriel lui-même. Ouais, il y a eu des morts. Donc 50 personnes au moins qui ont été intoxiquées, puisqu'en fait c'est toujours bien supérieur, puisque tous les cas sont pas forcément répertoriés. Et effectivement, malheureusement, on a eu 2 décès. Donc ça montre bien que la qualité et l'hygiène en agroalimentaire, c'est pas une option, hein, c'est un impératif. Il y a eu des chocolats Kinder aussi. On a eu effectivement le problème Kinder avec des salmonelles dans la production. Et là effectivement, il y a aussi beaucoup à dire. Alors, il y a le problème de la malbouffe, mais il y a aussi le problème de comment c'est fait. C'est ça que nous apprennent ces scandales. Donc vous avez interrogé une dame qui s'appelle Yasmine Montargeni, ancienne directrice de la sécurité alimentaire, qui elle avait déjà lancé l'alerte. Donc qu'est-ce qu'elle avait déjà remarqué et qu'est-ce qui fait qu'elle n'avait pas été écoutée, cette dame ? Elle avait été écoutée, ça lui avait même valu d'être mis au placard puis licencié. Donc ça prouve bien que quand on commence un petit peu à pointer du doigt les choses qui vont pas, si l'industriel n'a pas forcément envie d'investir, puisqu'en fait c'est ça, faire de la qualité, ça veut dire mettre de l'argent sur la table, hein, embaucher des gens, faire plus de contrôle, tout ça coûte de l'argent. Si l'industriel n'a pas envie et que la personne en face insiste, c'est la porte. Elle, qu'est-ce qu'elle avait noté par exemple, notamment sur les conditions d'hygiène ? Elle avait relevé des manquements à la qualité. Par exemple, je la connais très bien puisqu'on a lancé un mouvement de lanceurs d'alerte et elle en fait partie, un collectif. Et par exemple, elle trouvait anormal que les employés aillent aux toilettes avec leur tenue de travail. Vous voyez, des choses comme ça, aussi basiques en alimentaire. Quand on va aux toilettes, on sait très bien qu'il y a des risques de contamination et en règle générale, on évite d'y aller avec sa tenue de travail. Donc elle avait relevé des manquements et puis on lui avait dit en fait que c'est pas comme ça qu'il fallait qu'elle fasse son travail, puisqu'elle était quand même responsable de la sécurité alimentaire chez Nestlé. Et en fait, pour en avoir parlé, il faut comprendre, c'est un poste. C'est un poste important. Et surtout, en cas de problème, elle aurait été elle-même directement responsable, puisque c'était sa responsabilité que d'assurer la qualité sanitaire. Donc effectivement, quand elle a pris son métier à cœur et qu'elle a commencé à dénoncer les manquements, c'est là que les problèmes ont commencé pour elle. Et pourtant, on a l'impression que c'est une industrie qui est aseptisée, hein. C'est l'impression qu'on veut donner, mais moi, lisez mon premier livre et vous verrez que c'est loin d'être le cas. J'ai travaillé dans 5 ou 6 entreprises différentes et j'ai pu noter des manquements graves à la qualité, à l'éthique, dans quasiment toutes les entreprises. Donc, ça veut dire que malheureusement, beaucoup trop d'entreprises aujourd'hui sont laxistes, voire malhonnêtes. Si on prend l'exemple des pizzas, donc là, tout le monde en a parlé. Oui. La presse a joué son rôle là-dedans.
La presse a joué son rôle, effectivement. Et d'ailleurs, j'avais vu sur un site qui s'appelait Monsieur Mondialisation en 2021 déjà un reportage qui avait été fait avec des photos qui montraient l'usine dans un état déplorable, des photos qui avaient été prises par un employé de l'usine de Caudry. Donc là où étaient faites les pizzas. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que des alertes avaient été faites. J'ai lu également aussi des rapports de la CGT de l'usine qui s'alertaient depuis 2015 déjà d'un allègement des mesures d'hygiène avec la suppression d'une équipe de nettoyage de nuit et qui critiquaient ce qu'ils appelaient la méthode lean, c'est-à-dire lean, ça veut dire le maigre en anglais, c'est-à-dire en fait d'éviter de dépenser de l'argent entre guillemets inutilement. Donc en fait, il y avait beaucoup d'éléments qui auraient dû alerter Nestlé sur de potentiels dangers dans cette usine. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, après le scandale, s'il y a eu des mesures correctrices qui ont été prises dans cette usine? Oui, forcément. Les mesures ont été prises. Déjà, le préfet a fermé l'usine. Donc, exactement comme dans l'affaire Nestlé, les autorités... Dans les deux cas, il faut quand même remarquer que ce n'est pas l'industriel qui a prévenu, ce sont les autorités qui, constatant des intoxications, des épidémies, en fait, des intoxications à large échelle, qui ont identifié le produit et qui ont fait fermer les usines. Mmh. Donc, l'alerte, elle n'est pas venue de l'industriel. L'industriel le savait ? C'est justement l'enjeu de l'enquête. Dans le cas de Kinder, de l'usine Ferrero par exemple, une première contamination à la salmonelle avait été détectée le 15 décembre 2021, plusieurs mois avant l'alerte qui a été lancée en mars 2022. Et des associations comme Foodwatch par exemple s'interrogent et se disent est-ce que Kinder n'aurait pas essayé de gagner du temps pour ne pas compromettre ses ventes pour Noël et pour Pâques qui, comme on le sait, sont extrêmement importantes pour les chocolats. Mmh. Et là aussi, le groupe Ferrero, c'est un groupe énorme. Hein. Ferrero, oui, c'est une Nutella, c'est tous ces produits Kinder, donc c'est effectivement c'est une multinationale, une grosse, et Nestlé, c'est le numéro 1 mondial. On parle de malbouffe ce matin avec mon invité Christophe Brousset. Je rappelle que vous êtes ingénieur en génie biologique, spécialisé en industrie agroalimentaire, et que vous publiez donc ce livre qui s'appelle La malbouffe contre-attaque aux éditions Flammarion. Vous avez lancé un collectif, lanceurs d'alerte en action, pour lutter contre ce que vous appelez les procédures ballons qui visent les lanceurs d'alerte. Alors effectivement, l'industrie agroalimentaire a répliqué, a sorti l'artillerie lourde. Qu'est-ce qu'on appelle les procédures ballons ? Les procédures bâillons. Bâillons, pardon. Ça vient du terme... Ah oui, alors moi ballon, ouais. Je me disais qu'est-ce que c'est ? Ça ressort, effectivement. Bon, alors bâillons. Procédure bâillon, en fait, c'est simple. C'est des industriels qui ont généralement beaucoup de moyens, puisque voilà, cette industrie représente des milliards d'euros de chiffre d'affaires, et qui, pour faire taire toute opposition, lancent des procédures. Pour eux, ça représente quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros, c'est-à-dire rien du tout par rapport à leur chiffre d'affaires. Mais le but, c'est d'étrangler financièrement et socialement et de faire peur aux lanceurs d'alerte de manière à les faire cesser toute activité. Mmh. Donc, on a eu récemment une multiplication des cas de procédures pour dénigrement. C'est-à-dire que le dénigrement, en fait, normalement, c'est une restriction à la concurrence. C'est-à-dire, c'est une forme de concurrence déloyale. Quand vous avez deux concurrents, si l'un des deux dénigre son concurrent pour mettre en avant ses produits, c'est condamnable. Mais il y a eu une évolution de la jurisprudence qui fait que même un simple particulier ou un lanceur d'alerte ou une association, en critiquant un produit, peut être condamné pour ce motif de dénigrement. Et on a vu récemment, donc, des lanceurs d'alerte, notamment qui critiquaient les vins de Bordeaux, être condamnés à 125 000 euros d'amende, enfin une somme énorme, juste pour avoir critiqué la présence de pesticides dans le vin. Mmh. Vous-même, alors vous vous dites que vous vous êtes interrogé au moment d'écrire votre premier livre en se disant, voilà, est-ce que je vais pas l'écrire sous pseudo ? Effectivement, c'est-à-dire que quand j'ai écrit mon premier livre, j'avais déjà connu des gens qui s'étaient un petit peu rebellés dans les entreprises où j'ai travaillé et ils ont tous pris la porte. C'est-à-dire que quand vous commencez un petit peu à être une voix dissonante, vous faites plus partie de l'équipe, vous êtes ostracisé, mis au placard, ouais. et in fine vous prenez la porte. Donc je me doutais qu'il y aurait des répercussions dans mes entreprises. Mais je pensais aussi qu'au niveau des syndicats industriels et de quelques industriels et peut-être des politiques, qu'il y aurait des gens intelligents qui comprendraient la démarche et qui essaieraient de faire les choses, d'arranger les choses, de faire les choses de façon plus éthique et de façon plus qualitative. Mmh. Vous-même, vous êtes tricard aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire ? Tricard. C'est-à-dire que est-ce que finalement vous êtes blacklisté, votre nom, on dit non, lui il faut pas l'embaucher. En France, oui, c'est clair. Oui, c'est très clair. C'est pour ça aujourd'hui que je travaille à l'étranger. Donc en France, oui, c'est pour moi c'est impossible de retrouver du travail. Alors peut-être que je pourrais retravailler dans quelques entreprises plus éthiques ou dans le bio ou des choses comme ça. Mais mes anciens employeurs, non. Je sais ce qu'ils pensent de moi. On s'est d'ailleurs suffisamment parlé. Et ils m'ont suffisamment menacé pour que je le sache. J'ai reçu suffisamment de courriers d'avocats me menaçant de procédures en dénigrement pour savoir ce qu'on pense de moi. J'ai eu la chance d'avoir des communiqués absolument incendiaires et insultants de l'ANIA, par exemple. Donc alors, il faut expliquer aux gens ce que c'est que l'ANIA. L'ANIA, c'est l'Association nationale des industries alimentaires de France.
Alors qui est dedans? C'est essentiellement le porte-voix du lobby des gros industriels. Pour faire simple, pour résumer un peu. Donc vous avez tous les industriels. Hein, les patrons, c'était l'ancien de Nespresso, donc Nestlé France. Vous aviez l'ancien de Haribo également. Enfin bon, vous avez en gros les pointures, les poids lourds de l'agro-industrie. Ils sont là effectivement pour défendre les intérêts des industriels français, ce qui en soi est pas condamnable, mais ils sont un petit peu comme la FNSEA, vous voyez, sur une posture très statu quo et surtout de non remise en cause. Et effectivement, donc quand j'ai publié mon premier livre, puis mon deuxième, j'ai eu droit à des communiqués absolument incendiaires en disant voilà, le deuxième s'appelait, je crois, fraudeur un jour, fraudeur toujours, en considérant que le fraudeur c'était moi et pas les employeurs qui m'obligeaient à frauder. Alors que moi, ce que je rêvais de faire, c'était de faire de la bonne bouffe. C'était pas du tout de faire des produits fraudés. Mais vous avez fait partie d'un système à un moment donné. Oui, mais c'est la difficulté. Vous expliquez on a failli manger de la mayonnaise à l'huile de palme ou un de ses dérivés. Exactement. Grâce à vous. Je mets des guillemets. Oui, grâce à moi. Enfin, l'huile de palme, c'est pas forcément une huile qui est plus mauvaise qu'une autre huile. Hein. Donc, une huile de soja, de colza ou autre. Donc, l'huile de palme, elle a aussi ses qualités. Elle est surtout moins chère. Elle est moins chère. Mais elle était moins chère. Elle est toujours moins chère. Toujours. Elle est toujours. L'huile de palme, c'est facile. Elle a un rendement par hectare 5 fois supérieur à n'importe quelle autre huile. Donc c'est vrai. J'étais en Malaisie la semaine dernière pour visiter des usines d'huile de palme et j'en discutais avec les fabricants sur place et ils me disaient que vous êtes gentils, vous les Européens, à critiquer l'huile de palme, mais si on arrêtait l'huile de palme, il faudrait que vous multipliez par 5 vos surfaces cultivées d'oléagineux en Europe. Donc c'est strictement impossible. Donc, c'est pas le langage des lobbies des lobbies de l'industrie d'huile de palme, ça. On peut ne pas être d'accord, mais au moins il faut l'entendre. Moi, en ce qui me concerne, je m'interroge. Donc, quand on me dit l'huile de palme c'est mauvais, je dis effectivement c'est mauvais pour les orang-outans, la surface, les forêts disparaissent, etc. Mais c'est pareil pour les cocotiers. Vous voyez, on parle pas de l'huile de coco ou de la mode actuelle pour C'est la mode, hein, l'huile de coco d'ailleurs. Oui, l'huile de coco ou le jus de coco, enfin le lait de coco. Le lait de coco. Ouais. Voilà, le liquide de coco en ce moment la consommation explose. Mais c'est pareil, quand on abat une forêt pour planter des cocotiers, c'est pas mieux du tout. Donc en fait, c'est toute culture qui est mauvaise. Quand on regarde les cultures intensives d'oliviers en Espagne ou d'amandiers en Californie, c'est le même désert qu'en Malaisie. Donc c'est la consommation en réalité qui est un problème. Et il faut savoir que l'huile de palme, enfin le palmier à huile, a une productivité bien supérieure au colza ou au soja. Donc vous, comment est-ce que vous avez eu l'idée de prendre un dérivé d'huile de palme pour le mettre dans la mayonnaise? C'était quoi la problématique de départ? C'était des raisons de coût. C'était dans les années 2010 quand il y a eu l'explosion du prix du pétrole. On était monté de mémoire à $140 le baril de pétrole. Et en fait, il faut savoir que le cours des huiles suit à peu de choses près le cours du pétrole, puisqu'en fait les huiles sont beaucoup utilisées en énergie avec les esters, donc le diester par exemple, c'est un dérivé d'huile. Et quand le pétrole monte, les huiles montent. Donc on s'était retrouvé dans une situation où fabriquer nos mayonnaises était problématique, et on a eu l'idée d'utiliser la fraction liquide de l'huile de palme, ce qu'on appelle l'oléine de palme. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait, et malheureusement on l'a fait de manière précipitée puisque la situation était urgente, et on s'est pas rendu compte que quand nos clients mettaient des seaux de mayonnaise au réfrigérateur, puis les sortaient, puis les remettaient quand ils étaient entamés, on avait ce qu'on appelle un déphasage de la sauce. Donc en fait vous aviez le liquide, enfin la partie aqueuse qui était en bas et la partie huile qui surnageait. En fait, l'émulsion était complètement détruite. Oui, donc c'était pas très joli. Donc vous êtes reparti avec vos. Et on a perdu une fortune parce que il a fallu récupérer tous les camions qu'on avait livrés et ça nous a coûté beaucoup plus cher que les économies qu'on a tenté de réaliser. Bon, qu'est-ce qu'on commémore le 21 juillet? Le 21 juillet, ça vous me posez une colle. C'est la journée mondiale de la malbouffe. D'accord, écoutez. Oui, la malbouffe, elle a sa journée mondiale, c'est le 21 juillet. Mais comme le hamburger, je crois, il y a la journée mondiale du hamburger dans quelques jours. Le 21 juillet? Ah oui, non, c'est pas en juillet. Donc en fait, oui, il y a une journée mondiale pour un peu tout, pour un peu n'importe quoi. C'est déjà bien, c'est très bien qu'on en prenne conscience, mais de toute façon, il faut voir qu'il y a beaucoup de choses qui se font. En France, par exemple, vous avez le programme national nutrition santé, donc vous avez quand même quelque chose officiellement qui est pris en charge pour inciter les gens à consommer mieux. Après, vous avez le succès des applications Yuka, vous avez le Nutri-Score aussi, quelque chose d'important. Donc, il y a quand même des choses qui se font.
ça va dans le bon sens et puis les gens commencent à comprendre. Si on voit aujourd'hui l'épidémie d'obésité, de maladie de Crohn, de maladie de Nash, enfin toutes les maladies liées à la malbouffe, qui aujourd'hui, selon l'OMS, est la première cause de mortalité au monde, en fait, les consommateurs se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Ouais. On parle de la malbouffe et tout le monde en parle, mais est-ce qu'on peut la définir? Qu'est-ce que c'est que techniquement la malbouffe? Alors ça, c'est vraiment une question intéressante. C'est-à-dire que le concept même de malbouffe a évolué. Au début, quand on parlait de malbouffe, on parlait surtout de produits déséquilibrés, hein, les fameux trop gras, trop salés, trop sucrés. C'était un petit peu ça. Ensuite, on a commencé à comprendre l'intérêt d'avoir des fibres pour le microbiote, le fameux intérêt pour la flore intestinale. Donc, il fallait aussi qu'il y ait des fibres, après des vitamines, c'est-à-dire pour que le corps soit en bonne santé et qu'il ait tous les nutriments nécessaires. Et ensuite, on a étendu ça avec la nouvelle aspiration, la nouvelle conscience écologique. Il faut aussi que le produit soit fabriqué dans de bonnes conditions et de manière éthique également. Donc il y a toutes ces dimensions également, sociétales, éthiques, écologiques, qui entrent dedans. C'est-à-dire qu'un produit, s'il est fabriqué avec de l'huile de palme par exemple, où on a du travail forcé, ou alors un produit bio récolté dans le sud de l'Espagne avec des travailleurs immigrés non déclarés et qui vivent dans des taudis, on peut aussi parler de malbouffe. Mais là, parce que c'est vrai que quand on parle de malbouffe, on imagine que c'est toujours ce qu'on appelle la junk food. Exactement. C'est-à-dire, on va dire, le hamburger, les hot dogs. Mais c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Un produit, par exemple, une nourriture industrielle, un plat préparé industriel qui est bourré d'additifs, qui est bourré de molécules dont beaucoup sont reconnues comme toxiques, dont certaines viennent d'être interdites. On peut parler, par exemple, du dioxyde de titane. C'est pas parce qu'un additif est autorisé et qu'on dit son danger qu'il l'est réellement. Hein, la preuve avec le dioxyde de titane et avec d'autres, on parle beaucoup des nitrites aujourd'hui, hein, qui sont reconnus comme cancérogènes probables par l'OMC. Donc aujourd'hui, la malbouffe, c'est aussi les produits, ce qu'on appelle ultra transformés. Donc c'est pas simplement des produits équilibrés. Même si les doses d'additifs sont quand même très infinitésimales. Elles sont infinitésimales, mais il y a une étude qui m'a beaucoup amusé, qui a cumulé un petit peu la consommation moyenne. Et en fait, un consommateur moyen consomme dans les 4 kilos d'additifs par an. Et ça peut monter à plus de 10 kilos pour les gros consommateurs de nourriture industrielle. Donc 4 kilos de 700 substances différentes dont on ne connaît pas les interactions les unes avec les autres, avec l'alcool, avec les médicaments, etc. Tout au long de la vie, on comprend mieux pourquoi il y a autant de cancers du côlon et autres aujourd'hui. Alors, il y a les additifs, mais il y a aussi ce que vous appelez les auxiliaires technologiques. Qu'est-ce que vous appelez les auxiliaires technologiques? Alors ça, c'est une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire que les auxiliaires technologiques, ce sont des additifs. Ce sont exactement des additifs, mais simplement les régulateurs sous pression des lobbies considèrent que à la fin, dans le produit fini, il en reste tellement peu que c'est pas la peine de le déclarer. Mais ils le considèrent ou ils ont le droit de pas le déclarer? Ils ont le droit. C'est-à-dire que vous avez toute des catégories de produits, par exemple les anti-mousses, les agents de démoulage, certaines cires, des produits comme ça, qui sont ajoutés pendant la fabrication pour faciliter la fabrication. C'est pour ça qu'on appelle ça un auxiliaire technologique, quelque chose qui aide techniquement à fabriquer le produit et qui est censé être à l'état de trace ou avoir disparu dans le produit fini. Ceci dit, il faut savoir que pour beaucoup de ces produits qui sont toxiques et qui sont certains reconnus comme cancérigènes, comme l'hexane par exemple, certains solvants, vous avez quand même des doses à ne pas dépasser. Ce qui veut bien dire qu'il en reste. D'ailleurs, dans la réglementation européenne, on parle de résidus techniquement inévitables. Donc, vous voyez, c'est une véritable escroquerie. Et après, faut comprendre la formule. Hein. Tout est dans le mot. Et vous ajoutez, alors à ça, l'eau du robinet. Vous m'expliquez un petit peu l'eau du robinet? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, l'eau du robinet? On peut parler de l'eau du robinet, on peut parler aussi de l'air qu'on respire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez si on parle du modèle alimentaire, en incluant le modèle agricole, on a aujourd'hui une surconsommation d'engrais de synthèse, hein, notamment de nitrates, de phosphates, etc. Plus de pesticides et qui ruissellent dans les eaux souterraines, dans les nappes souterraines. Et on a aujourd'hui un vrai problème avec les captages en nappe phréatique, où on a plus d'une dizaine de % de captages qui doivent fermer tous les 2 ou 3 ans parce qu'ils sont trop contaminés, soit en nitrate, soit en pesticides. Et on connaît le problème notamment en Bretagne avec les marais d'algues vertes et avec les taux de nitrate qui sont anormalement hauts dans les rivières. C'est pas nouveau les marais d'algues vertes. C'est pas nouveau, mais ça a été longtemps nié par les industriels qui pointaient du doigt les stations d'épuration des villes en disant voilà, c'est parce qu'il y a trop de phosphate dans les villes, c'est à la cause des citadins, c'est pas l'agriculture. Ensuite on a dit c'est parce que oui, mais vous comprenez les bigorneaux ou j'ai plus quel coquillage, ils sont en déclin donc ils consomment plus suffisamment les algues. Et puis finalement, on a quand même avec l'accumulation d'études, mais ça a pris des années,
et puis les accidents qu'il y a eu en Bretagne, les décès qu'il y a eu sur les plages, on s'est rendu compte que non, c'était l'agriculture et l'industrie agroalimentaire en Bretagne qui généraient ces marées vertes. Il y a eu le scandale Lactalis, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs en Bretagne. Mais des scandales, vous en avez des dizaines. Enfin, Lactalis, on peut dire les scandales. Lactalis a été impliqué dans beaucoup d'affaires, dans la pollution des rivières, dans le mouillage du lait à une époque, dans les contaminations à la salmonelle, dans le lait en poudre. Enfin, il y a eu beaucoup de soucis avec cette entreprise. À noter que cette année, pour la première fois, le PDG de Lactalis a fait une interview dans le JDD. J'ai vu à la rentrée au moment du salon de l'agriculture, ce qui est pas si courant. Mais il faut pas désespérer, c'est-à-dire que les erreurs du passé ne laissent pas présager du futur. C'est-à-dire, il faut espérer que ces grandes entreprises montreront l'exemple et seront plus vertueuses à l'avenir. Donc, moi, j'y crois et j'espère que ça va se réaliser le plus vite possible. Christophe Brusset est notre invité ce matin, ingénieur en génie biologique, spécialisé en industrie alimentaire, et vous publiez La Malbouffe, contre-attaque aux éditions Flammarion. On parlait de la malbouffe et de sa définition tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des études, finalement, sur l'impact de cette malbouffe sur la santé ou pas encore? Il y en a énormément. C'est-à-dire que il faut savoir qu'elles sont systématiquement condamnées, dénigrées par les lobbies de l'agro-industrie, mais on a beaucoup d'études et on a la chance en France d'avoir ce qu'on appelle la cohorte Nutrinet Santé, c'est-à-dire on a plus de 150 000 personnes, je crois de mémoire, peut-être un peu plus, qui sont suivies depuis des années par rapport à leurs habitudes de consommation, et on voit quels sont les problèmes de santé que ces gens peuvent avoir. Et on fait le lien entre leurs problèmes de santé et leur mode de consommation. Et on s'est aperçu en fait que consommer 10% de malbouffe en plus ou de nourriture ultra transformée augmentait automatiquement d'à peu près 10% les risques de cancer. C'est une étude parmi d'autres, mais toutes les études vont dans le même sens. Bon, alors pour comprendre bien, vous n'êtes pas pour la disparition de l'industrie agroalimentaire. Pas du tout, non, du tout. Moi, je suis un industriel de l'agroalimentaire. Je pense qu'un industriel peut faire de la bonne nourriture, mais il faut voir c'est un système. C'est-à-dire vous avez la production, la partie agricole, la transformation, mais vous avez aussi les supermarchés. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à aller tous dans le même sens, il n'y aura pas de solution. C'est-à-dire si chacun tire la couverture à lui en essayant de faire le maximum de marge sur le dos des autres, comme ça se passe aujourd'hui, on n'arrivera jamais à rien. Pourquoi aujourd'hui les multinationales de l'agroalimentaire sont-elles frileuses pour changer leurs pratiques ? Elles sont frileuses, et ça j'ai mis du temps à le comprendre. Et c'est vraiment tout le sujet de ce livre. C'est vraiment toute la réflexion que j'ai depuis 2015, les rencontres que j'ai fait, les interviews que j'ai fait, les discussions avec les lanceurs d'alerte, notamment avec Yasmine Motarjemi, qui m'ont fait comprendre que, et aussi des révélations qu'il y a eu dans le Financial Times en Angleterre récemment, où en fait certains industriels ont reconnu que une grosse partie de leur portfolio, de leur gamme, était de la malbouffe, c'est-à-dire qu'elle ne répondait pas aux critères minimums pour être considérée comme de la nourriture saine, et ils reconnaissaient que quoi qu'ils fassent, jamais ils ne pourraient la rendre saine. Et ça a fait tilt, c'est que je me suis dit, effectivement, quand vous avez des produits, par exemple des pâtes chocolatées ou des poudres chocolatées pour le petit déjeuner, qui contiennent 80% de sucre, comment vous pouvez rendre ça sain ? Vous passez de 80% à 70%, ça restera malsain. Même à 50%, ça reste malsain. Donc en fait, vous avez beaucoup d'industriels qui ne savent pas comment rendre leurs produits sains. Ça voudrait dire pour eux, accepter des baisses de vente, voire arrêter certaines catégories de produits. Et ça, ils veulent pas l'accepter aujourd'hui. Et donc, mais ça coûterait vraiment beaucoup plus cher de faire mieux ? Ça dépend. De toute façon, ça coûterait plus cher, oui. Et ensuite, quand aujourd'hui on se bat sur des pouillèmes de centimes, enfin pour vendre des produits, c'est-à-dire que quand vous répondez à un appel d'offres au plan grande distribution, c'est le moins cher qui l'emporte, même à un dixième de centime. Donc ce petit centime qui fait toute la différence. Aujourd'hui, les supermarchés sont pas prêts à vous le donner. Donc aucun supermarché ne nous a jamais dit j'accepte de payer plus pour de la meilleure qualité. Au contraire. Vous vous posez une question, savoir ce que c'est qu'un produit sain pour un industriel de l'agroalimentaire. Ça veut dire quoi ? C'est quoi le cahier des charges du produit sain ? Effectivement, ça m'a beaucoup amusé. C'est-à-dire que en général, les industriels ne parlent pas de produits sains, ils parlent de produits sûrs. Et ça, c'est caractéristique dans leur discours, et notamment avec un ancien directeur de l'ANIA qui aimait beaucoup à rappeler que l'industrie agroalimentaire ne faisait que des produits sûrs. Ce qui est techniquement exact, c'est-à-dire que les produits de l'agroalimentaire, y compris de la malbouffe, sont des produits sûrs. Si vous allez consommer du soda, de la pâte à tartiner riche en graisse, etc., il va rien vous arriver dans l'instant. Il n'y a pas de poison, il n'y a pas de salmonelle, enfin, hors accident. Mais s'ils sont sûrs, c'est-à-dire qu'ils vous rendent pas malade tout de suite, ils sont pourtant malsains, beaucoup d'entre eux. Donc en fait, c'est toute la différence qu'on fait entre
le discours de l'industriel qui vous dit, moi, mes produits sont conformes à la réglementation, ils sont sûrs, vous pouvez les consommer, il n'y a pas de problème. Et le discours des nutritionnistes qui vous disent, bon, ils sont peut-être sûrs à court terme, mais ils sont malsains à long terme. Donc, vous voyez, c'est cette définition, ces mots qui vraiment, là, ont réellement du poids. Et c'est la même chose pour la notion de qualité. Quand un industriel vous dit, moi, je fais des produits de qualité, pour lui, la qualité, ça veut dire conforme à son cahier des charges. C'est-à-dire qu'il ait la bonne teneur en sucre, qu'il ait la bonne couleur, qu'il ait la bonne texture, le bon arôme. Alors qu'un consommateur, pour lui, quand il vous dit, moi, je veux un produit de qualité, c'est pas ça qu'il veut. Il veut un produit qui le rende pas malade, lui et ses enfants, à long terme. Donc, on parle souvent, on a les mêmes mots, mais on parle pas des mêmes concepts. Est-ce que le consommateur, il a l'impression, finalement, de manger de la malbouffe? J'en suis convaincu. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de, et ça, ça a été aussi une surprise de l'enquête que j'ai menée ces 2 dernières années, c'est que la plupart des gens, y compris, en fait, il y a vraiment un lien entre pouvoir, enfin entre niveau de richesse, on va dire, et malbouffe. Et beaucoup de gens qui achètent la malbouffe de manière contrainte, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens de se payer de la bonne nourriture, le font tout en sachant que ce qu'ils achètent est pas la meilleure nourriture. Ils le font pour plusieurs raisons, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et aussi parce que souvent il y a une pression de la part de leurs enfants. Par exemple, quand la maman fait les courses au supermarché, les enfants vont lui réclamer un Kinder, un Haribo, enfin un soda. Et c'est très difficile pour des gens qui ont peu de revenus de dire non en permanence à leurs enfants, parce qu'ils leur disent non pour les jouets chers, ils leur disent non pour les vacances, ils leur disent non pour plein de choses, pour les baskets à la mode, pour le téléphone à la mode. Et la bouteille de soda à 1 euro, ils peuvent leur dire oui, même s'ils savent que c'est de la mauvaise nourriture. Depuis votre premier livre, on a des nouveaux outils, notamment une application qui s'appelle Yuka. Vous expliquez comment finalement Yuka a été attaqué par la Fédération française des industries des aliments conservés. Qu'est-ce qui s'est passé? Yuka a été attaqué plusieurs fois par l'industrie de la conserve, effectivement, pour avoir critiqué l'aluminium dans la conserve. Attaqué et condamné, et a été condamné plus récemment par des industriels de la charcuterie pour avoir appelé et lancé en ligne une pétition avec Foodwatch et la Ligue contre le cancer pour l'arrêt de l'utilisation des nitrites dans les charcuteries. Donc Yuka est la cible privilégiée de certains industriels, puisque notamment dans l'affaire des nitrites, ils étaient 3 avec une ONG et avec la Ligue contre le cancer, mais seul Yuka a été attaqué, puisque Yuka est une entreprise privée. Donc, en termes de règles de la concurrence, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins pénalisant en termes d'image d'attaquer Yuka que d'attaquer la Ligue contre le cancer. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui, et moi-même, je reçois des courriers d'avocats assez régulièrement, dès qu'on commence à émettre une critique, on est accusé de dénigrement, et on vous dit, voilà, on risque, ou on peut porter plainte contre vous pour dénigrement, et on vous fera supporter la baisse de revenus ou les baisses de nos ventes, parce que en fait on fera le lien entre ce que vous dites et nos baisses de revenus. Ce qui veut dire que Yuka a de l'influence. Yuka a une énorme influence. Yuka a une véritable influence, ça fait peur aux industriels. Beaucoup d'industriels ont changé leurs recettes grâce à Yuka. Donc il y a un vrai effet positif de Yuka, enfin Yuka et d'autres, on peut parler aussi de Siga, d'Open Food Facts, etc. Ces applications ont un vrai effet positif sur l'industrie. Alors expliquez-nous comment le PDG de Lactalis a voulu la peau du Nutri-Score en utilisant le Roquefort. Alors là, c'est une histoire intéressante et qui a été suivie notamment par l'UFC Que Choisir, et c'est avec eux que j'ai discuté pour avoir toutes ces informations. En fait, ce qui se passe, c'est que certains produits, y compris des produits traditionnels, auront de toute façon un Nutri-Score qui sera très mauvais. On sait très bien que, de par sa constitution, de par sa nature, le Roquefort ou les fromages en général sont des produits gras et salés. Ça fait partie de leur processus de production. Donc ces produits-là auront forcément une mauvaise évaluation Nutri-Score. Donc ils auront une lettre, je sais pas, peut-être des E, et puis ça sera rouge en tout cas. Un Nutri-Score, voilà, orange ou rouge. Mais ce sont pas les seuls. Ce sera la même chose pour les produits huileux, pour les sardines en conserve, etc. Mais le consommateur n'est pas idiot. Il sait très bien que ces produits sont gras, ils sont sucrés, sont salés, etc. Mais on va pas consommer des tonnes de Roquefort et on va pas consommer des tonnes de sardines à l'huile. Donc en fait, il y a un mauvais procès qui est fait. Il y a une tentative d'obtenir une dérogation pour certains produits. Et puis vous savez, quand il y a une brèche qui est ouverte, vous pouvez être sûr que derrière, il y a toute l'industrie qui attend pour s'y engouffrer. Donc il faut espérer que là-dessus, on reste ferme et que le Nutri-Score ne soit pas vidé de toute substance en fait. Alors vous dites une des priorités, c'est de s'attaquer aux lobbies. Alors qui sont ces lobbies et comment agissent-ils? Mais auprès de qui?
Des lobbies, vous en avez énormément. Vous avez déjà des lobbies qui représentent l'industrie en elle-même, et vous avez des sous-lobbies, c'est-à-dire des fédérations. Vous en avez sur les additifs, vous en avez sur les arômes, vous en avez sur. On a parlé du lobby, par exemple, de la conserve, de la charcuterie, des produits laitiers. Enfin, vous avez une multitude de lobbies qui défendent les intérêts de leur profession, ce qui en soi n'est pas condamnable, mais qui très souvent le font de manière on va dire musclé et des fois à la limite de la légalité, voire des fois carrément de manière illégale. C'est-à-dire qu'on a tout un tas d'outils qu'ils n'hésitent pas à utiliser. Ça peut aller de l'influence à la menace, à la corruption, pour effectivement faire avancer leurs idées. Et comment on les attaque, ces lobbies, alors ? Il faut mettre en évidence leurs manœuvres. Il faut avoir en face d'autres lobbies aussi puissants, des lobbies de consommateurs, avec des associations de consommateurs, avec comme des collectifs de lanceurs d'alerte par exemple, pour porter une autre voix, quelque chose qui soit réellement dans l'intérêt citoyen, de manière à dire voilà comment les choses se passent, voilà les choses qui vont, voilà les choses qui vont pas. Critiquer les lois quand elles sont mal faites. On parlait des procédures Bayon pour dénigrement. Il faut pas se laisser faire, il faut se regrouper, il faut militer, il faut râler, il faut s'exprimer. Un État que vous connaissez bien a interdit les publicités pour les boissons sucrées, c'est Singapour. Est-ce que ça fonctionne ? Écoutez, j'y étais la semaine dernière, ça fonctionne, et ils ont un vrai problème sur place, puisqu'ils consomment beaucoup de riz, et le riz c'est des carbohydrates, c'est du sucre. Ils boivent beaucoup de boissons sucrées, c'est dans leur culture, c'est dans leur tradition. Ils boivent un lait qui est coupé avec du lait concentré sucré, donc c'est vraiment traditionnel là-bas. Donc c'est très sucré, et ils ont un gros souci de diabète. Ils ont prévu d'avoir 20% de la population diabétique en 2050. S'ils ne font rien. Donc ils ont effectivement décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils sont allés beaucoup plus loin qu'en France, où on a mis en place une taxe soda. Donc ils ont mis en place la taxe soda, et ils sont allés jusqu'à l'interdiction des publicités, et ils envisagent d'interdire purement et simplement les pires produits de la malbouffe, en commençant par les sodas. Mais on a les mêmes mouvements au Mexique, par exemple, où le taux d'obésité est absolument alarmant. Aux États-Unis également. Le Mexique était le plus grand consommateur de Coca-Cola au monde. Je crois que de mémoire, je donne les chiffres dans mon bouquin, mais on doit être à 150 litres de consommation de soda par personne et par an. Vous avez, je sais plus quel pourcentage d'enfants qui petit déjeunent avec un soda. Donc le Mexique, oui, est dramatiquement avancé dans cette épidémie. Mais vous avez des villes comme Philadelphie, par exemple, qui ont pris des mesures pour limiter la consommation avec des taxes soda, ou la limitation notamment du volume des gobelets, parce que vous savez, aux États-Unis, vous pouvez avoir des gobelets quasiment maintenant qui font presque 1 litre. Exactement. Donc des mesures commencent à être prises et qui sont à chaque fois attaquées par les multinationales de la malbouffe. Vous avez aussi le Chili, par exemple, qui interdit, par exemple, les jouets avec les confiseries, de manière à éviter que les enfants ne réclament à leurs parents tous ces produits trop gras, trop salés, de malbouffe en réalité. Et une fois qu'on a dit ça, on mange quoi ? On mange des produits sains. On mange, on va dire. On en revient à ces fameux produits sains. En fait, les produits que tout bon nutritionniste recommande, des produits frais, des fruits et légumes, des produits riches en vitamines, des produits de proximité, pour éviter d'avoir à faire venir des produits de l'autre bout du monde. On évite les produits d'importation. On milite contre les accords de libre-échange. On peut, des produits de saison, des produits locaux, des fruits, des légumes, de la viande fraîche, du poisson frais, très peu, le moins possible de produits industriels. C'est exactement ce que je m'applique à moi-même. Et la suite est dans votre livre, les coulisses de cette industrie. Ça s'appelle La Malbouffe contre-attaque aux éditions Flammarion. Merci d'avoir été avec nous, Christophe Brusset. Je rappelle que vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et que vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée santé sur Beurre FM.